Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans votre cabinet de formation virtuelle QHSE Kingdom, cette fois-ci avec une formation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Nous avons eu l'habitude de traiter des formations en la 9001-2015 en tant que norme internationale du management de la qualité. Mais aujourd'hui, la norme traitée sera la 45001-2018 et spécialement en mettant le doigt sur le rôle crucial et important de la direction des ressources humaines dans l'implémentation de cette norme. Cette formation a été réalisée et préparée pour répondre aux besoins d'un des followers de la chaîne qui a trop insisté à ce que ce sujet soit traité. Mais vous aussi, vous pouvez suivre cette vidéo et vous pouvez bénéficier de toutes les informations qui y seront. Pourquoi? Parce que le département RH et son rôle fait partie des points communs entre les normes internationales. Que vous soyez intéressé par la 9001, par la 14001 ou par la 45001, cette vidéo est pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas le regretter. Il est impossible de trouver une entreprise sans qu'il y ait un département des ressources humaines qui est affecté parmi les principaux départements de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce département a un rôle clé au sein de l'entreprise. L'entreprise a des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes sont compétents, ont un savoir-faire et un savoir-être pour faire avancer l'entreprise. Le département des ressources humaines vise cette fortune, oui, une fortune pour l'entreprise et une fortune en particulier pour le département ressources humaines. Comment? En gérant et accompagnant le développement des personnes travaillant au sein de cette entreprise et en cultivant ce capital humain, le rendre épanoui et efficace. C'est normal. Ce capital humain est très important. S'il n'est pas motivé, sa performance va diminuer et dans ce cas, il ne sera pas efficace. Et il est clair que son efficacité fait partie intégrante de l'efficacité de l'entreprise. Du coup, le rôle du RH, c'est vraiment de gérer cette fortune humaine. Il est clair, d'après cette introduction, que le département des ressources humaines, c'est un département pas comme les autres, mais cela n'empêche, il doit adhérer à la stratégie globale de l'entreprise qui vise l'amélioration du chiffre d'affaires et de la productivité de l'entreprise. Mais la question qui doit se poser, quel rôle joue la direction des ressources humaines dans l'amélioration de la productivité de l'entreprise? Eh bien, tout simplement, puisque cette direction vise les ressources humaines, elle va s'axer et se focaliser sur le fait de tirer parti ou bien tirer le meilleur parti de ses effectifs. Ça veut dire tout le potentiel dont disposent ces effectifs devra être visé par le responsable RH pour être exploité et amélioré en même temps. Et ceci à travers les fonctions que gère cette activité des ressources humaines, à savoir la formation, la rémunération, les avantages du personnel et aussi les relations entre les collaborateurs et entre les collaborateurs et l'employeur.
Le département des ressources humaines, c'est un département débordé et superchargé de missions. Pourquoi? Parce qu'il gère tout ce qui est administratif de l'ensemble du personnel, mais aussi il doit gérer les crises économiques, sociales, sanitaires, et ceux qui ont vécu la 9001 en entreprise connaissent très bien le rôle des ressources humaines dans ce sens. Et finalement, les éventuels conflits internes qui peuvent survenir. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les exigences de la norme ISO 45001 qui inclut le rôle de la direction des ressources humaines? Je vais les énumérer avec vous une par une. Restez avec moi. La 4.2, compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties. La 5.3, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme. La 5.4, consultation et participation des travailleurs. La 7.2, compétences. La 7.3, sensibilisation et prise de conscience. Et la 6.1.2.1 en tant qu'annexe, identification des dangers. Ne vous inquiétez pas, toutes ces exigences seront détaillées dans la suite de la vidéo. Démarrant. 4.2. Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties. 5.4. Consultation et participation des travailleurs. La norme ISO 45001 se focalise sur la consultation des travailleurs, sur la consultation des employés et sur le fait de savoir leurs besoins et leurs attentes en matière de santé, sécurité au travail. Ce n'est pas trop nouveau parce que toutes les normes se concentrent sur ce qui est implication du personnel. Mais spécialement et particulièrement la 45001 se concentre et se focalise sur ce point. Question. Comment les RH contribuent dans cette partie? En fait, les RH sont un canal de communication et de consultation des travailleurs. Comment? À travers les entretiens d'embauche, les entretiens annuels et les réclamations des employés. Les entretiens d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est la première chose qui se fait pour connaître le candidat qui cherche à occuper un poste au sein de l'entreprise. Le responsable RH fait partie généralement de tous les entretiens d'embauche. Comment le responsable RH peut exploiter un entretien d'embauche pour connaître les attentes et les besoins du candidat? En fait, avant tout, le responsable QHSE devra briefer le responsable RH concernant ce point-ci en lui donnant les questions qu'il pourra poser au candidat afin de le consulter et de connaître ses besoins et attentes. Du coup, durant les entretiens d'embauche, les employés peuvent exprimer leurs attentes concernant les conditions de travail souhaitées, y compris celles relatives à la santé et sécurité au travail. Des questions peuvent être posées comme par exemple, quelles sont selon vous les bonnes conditions de travail en matière de santé et sécurité pour exercer votre métier en toute sécurité? Les entretiens annuels, c'est une pratique pour évaluer la performance annuelle des employés durant l'année qui s'est écoulée. C'est une réunion ou c'est un entretien entre le manager et son collaborateur qui vise le fait de faire le bilan du travail accompli par les salariés au cours de l'année. Et puisque ce qui nous intéresse, c'est la santé et sécurité au travail, pour ce point, le manager pourra discuter les indicateurs de performance sécurité de son collaborateur.
Exemple, taux de participation aux réunions sécurité qu'organise le manager à ses collaborateurs sur un thème sécurité et le taux de réalisation des supervisions sécurité. Par exemple, pour le collaborateur, il devra réaliser des supervisions sécurité sur terrain pour s'assurer si les conditions de sécurité sont effectivement respectées par ses collaborateurs lui-même. Deuxième point, mesurer les progrès des salariés réalisés par rapport à l'année précédente. Et ceci se fait à travers les deux points qu'on a cités tout à l'heure aussi. Troisième point, mesurer les axes d'amélioration et le moyen pour y parvenir. Ceci pourra être fait à travers le fait que le manager mentionne des accidents qui ont été enregistrés au niveau du département et profiter de l'occasion pour accentuer la sensibilisation par rapport à la sécurité du collaborateur pour la généraliser par la suite à l'ensemble de son équipe. Évaluer la charge du travail et sa répartition sur l'année. Qui dit charge de travail dit stress et qui dit stress dit risques psychosociaux. Le stress, c'est une chose à ne pas négliger parce qu'il impacte d'une manière directe la performance du collaborateur et ceci sera traité en détail dans ce qui suit. Favoriser la communication entre le salarié et l'employeur, manager ou fonction RH. Alors, là, l'entretien annuel, c'est une occasion d'expression de la part du collaborateur et de la part du manager aussi. Le collaborateur, il pourra s'exprimer avec transparence par rapport à la sécurité. Et là, il va pouvoir citer et mentionner plusieurs besoins et attentes concernant la santé et sécurité au travail. Tout ça est parfait, mais le plus important, c'est de savoir le rôle des RH et leur contribution dans les entretiens annuels. Eh bien, les RH, ils ont un rôle primordial. Et oui, le RH, c'est comme un chef d'orchestre vis-à-vis les entretiens annuels à travers la préparation et le suivi des entretiens annuels. Oui, même s'il n'est pas physiquement présent au moment de l'entretien, il en est véritable chef d'orchestre. Nous allons découvrir comment. Le RH prépare les informations RH nécessaires et les livre au manager pour lui donner une idée sur les données administratives du collaborateur, mais aussi sur son parcours au sein de l'entreprise. Le RH informe le collaborateur et l'aide à préparer son entretien si besoin. Oui, il informe le collaborateur de la date et du lieu de l'entretien annuel, mais aussi il l'aide à préparer son entretien, surtout s'il est nouveau et euh, s'il est, euh, s'il est nouveau dans le domaine des entretiens annuels. Ça veut dire si il va passer pour la première fois l'entretien annuel. Il va l'aider et il va même le former à travers des vidéos, à travers des infographies, mais parfois aussi à travers l'intranet. Le RH ne coache pas uniquement le collaborateur, mais il coach le manager aussi, en l'aidant à bien mener son entretien et en éclaircissant la stratégie RH. Comme ça, le manager, il a vraiment une idée, surtout s'il est nouveau et s'il n'a pas l'habitude de passer des entretiens annuels, en lui donnant une idée sur la stratégie RH et comment le collaborateur est placé au sein de l'entreprise. Il lui coach aussi sur la manière avec laquelle il va gérer l'entretien en lui informant sur le fait
de comment gérer les silences, comment pratiquer l'écoute active et comment être concret et factuel. Le RH aussi assure le suivi des entretiens à leur fin. Comment ça se fait? Il vérifie que les entretiens ont bien concerné tous les managers, mais aussi tous les collaborateurs. S'assure que chacun en a bénéficié de manière égale et complète. Et finalement, réactualise les supports, les systèmes d'information RH et la base de données RH. Finalement, le responsable RH doit être gérant de la confiance entre le manager et les salariés. Il doit veiller à l'application de chacune des décisions prises lors de l'entretien annuel, comme par exemple modification de la paie, formation, nouvelles responsabilités, acquisition de nouveaux ou bien d'un nouvel EPI. Et bien entendu, c'est au RH de vérifier la mise en place de ces actions dans les délais convenus. Alors là, qu'est-ce qui concerne la 45001? Ce qui concerne ici la 45001, c'est la formation. Oui, on va supposer que le collaborateur a fait une demande de formation, par exemple, en l'utilisation des extincteurs, puisqu'il est très exposé au risque d'incendie, ou bien il a demandé un nouvel EPI parce un nouveau risque est apparu dans son lieu de travail ou de nouvelles responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. Troisième élément d'entrée en la matière de consultation et participation des travailleurs, c'est les réclamations du personnel que reçoit le responsable RH en matière de conditions de travail, non-adéquation par exemple des EPI et nouveaux risques. Le responsable RH écoute, mais ensuite il doit transmettre toutes ces réclamations au responsable des ressources humaines pour qu'il les traite adéquatement. Maintenant, attaquons le ou bien la 5.3, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'entreprise. Premier point, c'est l'organigramme. Oui, l'organigramme présente la structure interne d'une organisation ou d'une entreprise. Et c'est un élément très important dans la réponse à cette exigence qui concerne les rôles, responsabilités et autorités dans la 45001 2018. Les fiches de fonction ou fiches de poste. Comme vous pouvez le voir, une fiche de fonction, c'est un tableau qui comprend tout le détail du poste et ça concerne tout poste qui existe dans l'entreprise. Il pourra comprendre l'intitulé du poste, description du poste, conditions d'exercice du poste et autres. Au niveau de la 45001, le rôle des responsables des ressources humaines, c'est de mettre l'accent sur la contribution du poste dans le système de management de la sécurité. C'est pas très clair? Maintenant, je vous avance un exemple. L'exemple de manager de production. Il a pour mission en matière de la sécurité de réaliser des tournées sécurité hebdomadaires, d'animer les sensibilisations sécurité mensuelles, animer des réunions debout matinales incluant les actualités sécurité en termes d'accidents, presque accidents et autres. Alors tous ces éléments devront être rajoutés parmi les compétences de ce poste. Par qui? Par le responsable RH.
Et maintenant, découvrons la 7.2. Notamment sur la 7.2a, la norme exige de déterminer les compétences nécessaires des travailleurs qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les performances en santé et sécurité au travail. L'outil ici, c'est la matrice de compétences. Voici un exemple de matrice de compétences de notre entreprise de production des jus de fraises, qui est une entreprise virtuelle que l'on utilise dans la majorité des vidéos. Alors là, nous avons le personnel, les noms du personnel, monsieur A, monsieur B, et nous avons l'ensemble des compétences. On va supposer compétence 1, compétence 6, etc. Alors là, nous avons une échelle de cotation de ces compétences. De 1 jusqu'à 4. 4 signifie haute compétence. Ça veut dire que la personne accomplit les tâches indépendamment. Et ça se réduit jusqu'au 1. Par exemple, monsieur A, pour la compétence 1, il est dans l'échelle 4. Ça veut dire qu'il est hautement compétent. Et ça, c'est très bien. Mais pour la 45001, que peut être cette compétence? On parle, par exemple, des risques sécurité liés au métier. Est-ce que monsieur A s'y connaît dans les risques sécurité liés au métier? Ou bien permis de conduire de chariot élévateur? Oui, la matrice de compétences, c'est l'outil de base à utiliser dans ce sens, mais la fiche de poste peut aussi servir si elle détaille les compétences avec une exhaustivité. Alors, les types de compétences qui peuvent figurer dans la fiche de poste ou dans la matrice de compétences, par exemple, travail en hauteur, travaux au point chaud, espace confiné, etc. Sur la 7 de B, s'assurer que les travailleurs sont compétents, y compris dans leur capacité à identifier les dangers, sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. Quel est le rôle des RH? Le RH dresse un plan de formation annuel qui comprend toutes les formations, y compris les formations mentionnées dans la 45001 2018. Et voici un exemple du plan de formation. Il comprend la typologie de formation, le nom de la formation, objectif attendu, collaborateurs concernés, fonctions occupées, durée, date, coût et finalement mode de financement. La 7.2c. Le cas échéant, mener des actions pour acquérir et tenir à jour les compétences nécessaires et évaluer l'effectivité et l'efficacité des actions. Ça veut dire, s'il y a des actions qui sont dans l'échelle 2 ou dans l'échelle 1, ça veut dire faible compétence ou pas de compétences, il va falloir lancer un plan d'action. Revenons un petit peu à la matrice de compétences. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des compétences qui sont faibles pour quelques, quelques collaborateurs. Très bien. Et là, ici, nous avons le plan d'action. Le problème, c'est que Monsieur B, par exemple, ne maîtrise pas les risques sécurité liés à son métier. L'accent sera d'animer un recyclage de formation aux risques santé sécurité au travail dont le responsable est le responsable QHSE avec le délai et le statut de l'action. On va supposer pour vérifier l'efficacité des actions que l'action a été clôturée. Alors, ici, l'action est efficace et la raison d'efficacité, c'est que Monsieur B a fait preuve de connaissance des risques liés à son métier lors de la dernière tournée sécurité de son manager. Deuxième problème, Madame B aura besoin d'utiliser le chariot élévateur, mais elle ne dispose pas d'un permis de conduire. L'action, c'est de planifier la formation de Madame B à conduire le chariot élévateur.
Et cette formation sera organisée par un prestataire agréé. Le responsable, ici c'est le responsable RH, nous avons le délai et le statut. En supposant que l'action a été clôturée, on avance la raison d'efficacité ou d'inefficacité, c'est que le retard au niveau de la production s'est réduit de 20%, ce qui rend l'action efficace ici. Sur la 7.2D, il va falloir conserver les informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences. Rôle du responsable des ressources humaines, c'est de conserver les feuilles de présence de formation, les certificats de formation ou toute autre preuve de présence numérique, à savoir logiciel, application. Sans oublier l'évaluation de formation, que ce soit l'évaluation à chaud ou l'évaluation à froid. Cette 3, sensibilisation et prise de conscience. En fait, sur la 7.3a, les travailleurs doivent être sensibilisés et prendre conscience de la politique de la santé et sécurité au travail et des objectifs de la santé et sécurité au travail. Mais où réside le rôle des RH ici? C'est normalement le responsable QHSE qui assure ce type de formation. Oui, mais le rôle des ressources humaines reste un rôle d'organisation, de préparation des formations et surtout de dressage du plan de formation annuel. Sur la 7.3b, l'importance de la contribution à l'effectivité et l'efficacité du système de management de la santé et sécurité au travail, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances en matière de santé et sécurité au travail. C'est une autre formation qui devra être planifiée et préparée par le responsable RH. Sur la 7.3c, les travailleurs doivent être sensibilisés à ou au et prendre conscience de quoi? Les répercussions et conséquences potentielles d'un non-respect des exigences du système de management de la SST. Et ceci doit faire objet d'une préparation de formation de la part des ressources humaines de l'entreprise. Sur la 7.3d, les travailleurs doivent être sensibilisés et prendre conscience des événements indésirables et des résultats des analyses qui les concernent. Rôle du RH, planification. Sur la 7.3e, les travailleurs doivent être sensibilisés et prendre conscience des dangers, risques pour la santé et sécurité au travail et actions décidées qui les concernent. Sur la 7.3f, les travailleurs doivent être sensibilisés et prendre conscience de la capacité d'exercer leur droit de retrait face à des situations de travail dont ils estiment qu'elles présentent un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé et des dispositions qui les protègent de conséquences indues lorsqu'ils le font. Oui, les travailleurs ont le droit de stopper le travail s'ils estiment que ça peut impacter leur sécurité. La question pertinente que j'ai posée au début et qui doit se reposer encore une fois, quel est le rôle des ressources humaines dans ce sens? Le rôle des ressources humaines, c'est d'élaborer un plan de formation par rapport à ces exigences, de garder les preuves de présence et de garder aussi les évaluations à chaud et à froid de ces formations préalablement citées. Une relation très importante dans l'entreprise, c'est la relation que mène la direction des ressources humaines avec la médecine de travail.
Le rôle de la direction des ressources humaines lorsque une infirmière ou une personne s'occupe de cette partie, c'est de planifier les visites périodiques, de convoquer le personnel et surtout de gérer tout ce qui est risques psychosociaux. Alors, restez avec moi. Cette partie est pour vous sur l'annexe A 6.1.2.1. Les risques psychosociaux, c'est quoi? Les risques psychosociaux, en fait, sont définis comme des risques pour la santé physique et mentale des travailleurs, comme le stress au travail dû à la surcharge de travail, au manque de moyens, au manque d'autonomie, les violences internes à l'entreprise comme l'harcèlement et les conflits, et les violences externes aussi à l'entreprise, à savoir les insultes, les menaces et les agressions. Quelles sont les conséquences de ces risques psychosociaux en entreprise? En fait, l'exposition à ces risques de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, comme les maladies cardiovasculaires, les affections psychiques, l'épuisement professionnel et finalement, malheureusement, le suicide professionnel. Et oui, les équipes de ressources humaines sont très exposées aux risques psychosociaux car elles doivent faire à la fois face à un aspect technique qui est caractérisé par les changements et difficultés opérationnelles et à un aspect psychologique quand elles sont confrontées à la souffrance des salariés. Quel est le rôle des RH dans ce sens? Première des choses, c'est de bâtir une politique de formation. Ça veut dire former les managers aux risques psychosociaux. Ces managers qui sont en première ligne d'écoute pour les salariés fragilisés. Favoriser la diversité d'inclusion. Les ressources humaines doivent mettre en place des actions pour éviter les comportements discriminatoires, sexistes ou relevant du harcèlement moral ou sexuel, en formant les managers et en mettant aussi en place des courroies de transmission en interne. Ça veut dire en affectant ce qu'on appelle un référent harcèlement. Mettre en place des cellules d'alerte en mettant en ligne des lignes de soutien psychologique et social des salariés lorsque l'entreprise connaît une grosse transformation ou si le contexte est stressant, comme par exemple celui de la pandémie Covid-19, et ceci dans l'objectif d'anticiper les difficultés que les salariés pourraient rencontrer. Faire une analyse d'impact lorsque l'entreprise a un projet de réorganisation avec ou sans réduction d'effectifs. Donc, elle change les conditions de travail des salariés. Les RH doivent faire une analyse d'impact prospective afin d'anticiper les risques qui pourraient apparaître ainsi qu'un plan de prévention. Parfait.
Cette partie de réorganisation est très importante. Parfois, dans les entreprises, on réorganise, on cherche de directeurs, on cherche de managers et le collaborateur devra malheureusement accepter cette réorganisation. Cette réorganisation a des impacts psychosociaux sur le collaborateur. Et le rôle des RH, c'est de faire une analyse d'impact. Finalement, signer des accords d'entreprise en matière de la qualité de vie au travail, du télétravail et d'égalité professionnelle. Le rôle du RH, c'est un rôle d'accorder et de signer des accords d'entreprise afin de garantir de bonnes conditions de travail aux travailleurs. J'espère que j'ai couvert toutes les parties qui concernent ce sujet du rôle des ressources humaines dans l'implémentation de la 45001. Si la vidéo a répondu à vos attentes, n'hésitez pas de laisser un j'aime. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les formations prochaines. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo.